Amis téléspectateurs, bien bonsoir et bienvenue à votre émission Au-delà de l'écorce. Et oui, en toute chose, il ne faut jamais se contenter de l'écorce. Il faut toujours aller au-delà pour aller voir ce qui se cache derrière. C'est ce que nous faisons ici à cette émission. Et pour ce nouveau numéro, nous allons retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà écouté, entendu ici. Il s'agit de M. Abalotou Komou Pachidi, et j'aime bien son alias qui est un alias sacré, attention, et bien c'est Abaltoum Gunga, ouais. Tout simplement. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir à vous, Monsieur Wenkoni, et enchanté. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans vos studios. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et d'écouter vos enseignements. Merci. Et on va rappeler à l'entame de cette émission que non seulement vous êtes un professionnel des métiers de l'audiovisuel, ça c'est une de vos vies, mais dans une deuxième vie, eh bien, vous êtes passé par plusieurs mondes initiatiques. Exactement. Et que dans la spiritualité, vous êtes ce qu'il est convenu d'appeler un maître. Vous avez une école à ce propos. Exactement. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, je suis responsable de l'Institut de la Science Sacrée, Mahat et Sotom, une école de mystères, une école qui dévoile justement les mystères à qui est prête à les découvrir, et qui explique justement la corrélation qu'il y a entre le visible et l'invisible à travers la science sacrée, à travers cette connaissance primordiale des choses telles qu'elles sont. Donc nous faisons des thérapies holistiques pour prendre soin du corps humain dans toutes ses dimensions, de l'être humain dans toutes ses dimensions. Et nous faisons aussi des formations initiatiques pour accompagner tout le monde à retrouver leur identité spirituelle, leur propre spiritualité, et non la nôtre. Oui, voilà. C'est ça, ce qui est très important. C'est très important. Et c'est pour cela d'ailleurs que votre numéro de téléphone est affiché à l'écran pour celles et ceux qui le souhaitent. Et donc ils peuvent vous contacter simplement pour apprendre d'abord à se connaître eux-mêmes et ensuite aller à la quête de leur spiritualité. Oui, exactement. Et puis nous tenons aussi à préciser que nous avons eu la chance, en tout cas notre être nous a permis de voyager à travers beaucoup d'écoles initiatiques, depuis les religions dites révélées vers les ésotérismes occidentaux, vers l'hermétisme, le gnosticisme. Les personnes nous connaissent ici même à l'époque dans des mouvements de guérison énergétique, dans des mouvements de yoga, de méditatif. Donc nous n'avons rien à cacher. Donc ce parcours nous permet quand même d'aborder ces choses de manière peut-être plus vaste, je l'espère. Et nous avons fait aussi la Kabbale, et nous avons fait aussi, nous sommes allés un peu partout à travers le monde. Nous avons investi dans la quête de la vérité, la quête de la connaissance, et nous sommes revenus chez nous étudier notre histoire, l'égyptologie, l'histoire des religions, et la métaphysique, l'ontologie. On a étudié et on continue à étudier les textes anciens, mais aussi dans les confrères initiatiques, comme chez nous, Kabié-Sensé, notre tradition kabière, dans le vaudou, dans le fa, dans le bouiti, fan comme bouiti du sud aussi. Voilà, donc, et autres. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de parler quand même assez librement de ces questions, parce qu'il est temps que certaines choses se sachent, et beaucoup de personnes, je vous remercie, et font un grand travail ici sur ce plateau, et félicitations à la télévision BF1 d'avoir pris cette initiative déjà. Merci grandement, merci à vous. En tout cas, merci d'avoir pris de votre temps pour passer échanger avec nous, parce qu'il faut le dire, vous êtes entre deux avions et vous êtes de passage à Ouagadougou, et on a sauté sur l'occasion pour vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Le thème qu'on va aborder pour ces 52 minutes, c'est la réalité et les corps sacrés. Oui. C'est tout un programme. C'est tout un programme, mais on va essayer, puisque nous sommes dans une forme d'introduction à la science sacrée. Oui. Et dans l'émission précédente, on voulait que, en tout cas, si quelqu'un est borné, qu'il passe son chemin. Oui. Si quelqu'un ne veut pas réfléchir, qu'il passe son chemin. Oui. Si quelqu'un ne veut pas questionner, qu'il passe son chemin. Mais si quelqu'un a un début de questionnement véritable, parce qu'il y a des fausses questions. Il y a des gens qui posent des questions pour se rassurer.
Il y a des gens qui posent des questions pour qu'on confirme déjà ce en quoi ils croient. C'est ça. Ça, ce n'est pas du vrai questionnement. Si vous avez peur du doute, passez votre chemin. Parce que le doute fait partie du processus de la quête. Parce qu'on va vers l'infini. La quête de l'infini, c'est la quête qui commence par un doute. On n'a pas de certitude forcément. Mais une intuition nous dit qu'il y a quelque chose à y trouver. Une voix nous dit qu'il y a quelque chose à y trouver. Et si votre monde vous satisfait, vous êtes absolument satisfait de tout, passez votre chemin. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Voilà. Alors, je vous rassure, nos téléspectateurs ont des vraies questions et nos téléspectateurs acceptent le doute parce que ces téléspectateurs-là sont en quête du savoir. Et donc, on va commencer à parler donc de cette thématique, la réalité et les corps sacrés. Les réalités. Oui, la réalité, c'est justement le monde tel que nos sens nous permettent de le percevoir. Oui. Et cette réalité est la base de la science sacrée. Parce qu'on a eu tendance à séparer le spirituel du physique. Alors que ça n'a jamais été séparé et les anciens ne l'ont jamais fait. Et pour cause. Parce que, on l'avait abordé un peu la dernière fois, le monde visible n'est qu'une extension du monde invisible. Ça, c'est un des fondements même de la science sacrée qui est aujourd'hui vérifiable. Parce que toute vérité vraie est véritable et vérifiable. C'est très important de le savoir. Toute vérité qui n'est pas vérifiable n'est pas une vérité. La vérité, c'est une adéquation entre une notion, des propos et des faits. Et le premier niveau de vérité, c'est justement le factuel. Voilà. Donc, nous avons les sens qui nous permettent de capter des informations sur ce qu'on appelle le monde manifesté, l'univers tel que nous le percevons avec nos sens. C'est ça le monde de la réalité. C'est ça. Ces réalités sont faites de symboles, de formes, de couleurs, de manifestations diverses, d'existants, avec lesquels nous partageons cette planète et le cosmos en général. Donc, tout ça là fait partie de notre réalité et c'est la base fondamentale de la science sacrée. Et comme on l'a dit, cette base nous ramène irrémédiablement d'abord vers nous. Parce que nos sens aussi peuvent être mauvais. Un aveugle peut ignorer l'existence du soleil, mais peut ne pas voir le soleil, même si le soleil existe. Un sourd peut ne pas écouter cette belle mélodie qui sonne là alors que cette mélodie existe. Donc il faut déjà s'assurer que nos sens fonctionnent bien. Et qu'elles sont capables de capter l'information de manière adéquate. Et même dans la science sacrée, on a cette capacité à amplifier ou étendre les capacités de nos sens pour aller même percevoir au-delà de ce que nous avons l'habitude de percevoir. C'est pourquoi je disais tantôt, le monde de la quête, l'univers de la quête, c'est l'univers de l'infini. Et c'est vers l'infini que nous avons les réponses à ce qui nous manque. C'est vers l'inconnu qu'il faut aller. C'est pas vers le connu. Si c'était le connu, ça se saurait. Si toutes les réponses étaient dans le connu, ça se saurait. Mais au-delà du connu, on va vers l'inconnu. Et au-delà de l'écorce peut-être. Tout à fait. Donc, c'est juste. ça. Alors, vous avez dit quelque chose qui peut sembler pour vous une évidence. Vous avez dit qu'il y a le visible et il y a l'invisible. Et tout ceci est prouvé parce qu'il n'y a pas de savoir qu'on ne peut pas prouver. Alors, pour vous, c'est évident. Peut-être pour moi. Mais peut-être pas pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Qu'est-ce qui fait l'évidence qu'il y a du visible dans ce monde et qu'il y a aussi de l'invisible? Ok, on va prendre ça à partir d'un exemple très simple. Peut-être deux exemples. Prenons le premier exemple qui est notre corps. Le corps que nous voyons, que nous ressentons, et la dernière fois on l'avait dit, il ne contient pas que de la chair. Il ne contient pas, ce n'est pas juste une machine biologique. Mais dans ce corps, aujourd'hui, prenons le niveau factuel scientifique, on sait que ce corps est fait d'organismes divers, du système, d'organes, les poumons, les intestins et tout ça là. Mais au-delà de ça, on va dans ce qu'on appelle les cellules. Est-ce qu'à partir des cellules déjà, on est dans des unités visibles? Non.
sauf sous certaines conditions. Tout à fait. Je parle même du corps tel qu'il est. Maintenant, des cellules, on parle des atomes. Oui. C'est des choses qu'on ne peut plus voir à l'œil nu. C'est ça. Eh bien, alors que ce sont les constituantes premières de notre corps. Au-delà des atomes, il y a les photons, et électrons et tout ça là. Et on va dans les quarks. On va dans le monde quantique aujourd'hui. Tout ça là, c'est invisible. Ça veut dire que, du point de vue de la science moderne d'aujourd'hui, même notre corps physique est constitué de particules subatomiques invisibles à l'œil nu. Tout à fait. Même notre corps émane de l'invisible. Vous voyez, alors que les anciens l'ont toujours dit. Oui. Et ils n'avaient pas eu besoin de machines, hein. Ils n'avaient pas eu besoin de microscopes et tout. Mais aujourd'hui, c'est les microscopes qui permettent aujourd'hui d'aller vers ces micro-particules qui sont les constituantes de ce corps et pourtant qui a l'air très très solide. Et aujourd'hui, on nous dit même que dans chaque molécule, dans chaque atome, c'est-à-dire l'espace vide est la plus grande. On a parlé de 1 contre 99%. Oui. Ça se vérifie scientifiquement aujourd'hui au niveau de la cellule. Donc ça veut dire que c'est comme si nous sommes constitués plus du vide. C'est ça. Okay? Alors que ce vide n'est pas vide, ce vide est habité. Oui. Bon, ce vide est conscient. Oui. Donc ça c'est déjà la démarche scientifique. Maintenant la démarche physique. Vous allez voir par exemple ce qu'on appelle les perceptions. Les perceptions. Vous pouvez rentrer, pour des gens un peu sensibles, même la plupart des gens ont une fois de leur vie vécu ça, vous passez quelque part, sans penser à quelque chose, vous ressentez quelque chose, une présence. Oui. Vous ressentez parfois des lourdeurs, des pesanteurs, alors qu'il n'y a aucun contact direct avec votre corps. Comment cela se fait si vous êtes limité à ce corps? Pourquoi est-ce que vous percevez des présences qui ne sont pas physiques? Ok? Parce que, en réalité, la réponse de la science sacrée, c'est qu'il y a un autre corps ou d'autres corps. Au-delà de ce corps, notamment le corps éthérique, selon la terminologie occidentale, qui capte les informations autour de nous à travers certains points énergétiques qu'on appelle les chakras chez les hindous, mais qui ont des noms aussi en africain, hein, qui ont des noms en Kikongo, ça s'appelle les bimuelo. Il y a même des noms en égyptien ancien. Je ne me rappelle plus, mais ça a des noms. Donc ce sont des choses qui étaient déjà connues dans la tradition. Ouais. Okay? Donc ces points d'énergie interagissent avec le corps, avec le monde extérieur. Donc c'est comme des courroies de transmission entre l'information qui vient de l'extérieur vers nous et vice-versa. Vous voyez? Donc vous avez déjà eu ce sentiment. Vous arrivez dans une maison un peu triste, vous êtes envahi par des moments de tristesse. Vous allez quelque part où c'est joie, tout de suite vous êtes contaminé. Mais alors que ce n'est pas des contacts physiques, ce sont des énergies, ce sont des vibrations, ce sont des situations. Même une simple image peut changer votre état d'esprit. Par quel truchement? Il y a toujours cette enveloppe-là, ce que les gens s'appellent aura, hein, qui nous entoure, qu'on peut vérifier. Hein. Et dans les exercices praniques, on fait ça. Habituez-vous à faire ça, vous frottez les mains quelques minutes, hein, quelques secondes, même pas minutes, et vous activez un principe. Vous rapprochez les mains comme ça, vous respirez calmement. Certains sont sensibles, certains ne le sont pas au premier coup, mais avec l'exercice, vous allez commencer à sentir le rayonnement entre vos deux mains. Moi, je le sens déjà. Hein. Je sens déjà le rayonnement électromagnétique entre mes deux mains. Okay? C'est un exercice que vous pouvez faire à la maison. Tout simplement, vous allez vérifier qu'il y a c'est comme une électricité qui se passe. Parfois, vous avez une sensation de chaud ou de froid entre vos mains. Juste comme ça. Et quand vous êtes plus sensible, vous allez voir que vous pouvez toucher même votre corps éthérique. Vous pouvez le toucher. Ça se touche. C'est avec ça, justement, que dans les techniques énergétiques, on soigne en présence comme à distance. Ça veut dire que moi, je suis conscient de mon aura, je peux capter de l'énergie dans mon aura et transférer à une autre personne, même à l'autre bout de la planète. Pourquoi? Parce que entre moi et elle, nous deux baignons dans l'aura de la Terre. Nous deux baignons dans l'aura de la Terre. Ce qui fait que je peux transmettre de l'information à distance. Et la tradition africaine l'a toujours fait. Il y a quelqu'un qui est en Europe, il a un problème, on le règle ici. Et l'information passe. Et il sent un soulagement de l'autre côté.
Vous voyez? Donc, ce sont des choses qui sont assez vérifiables par des témoignages, par des gens qui ont un peu de perception. Et quand vous êtes encore plus perceptif, on peut voir même cette aura. Il y a des exercices aussi, par exemple, face aux nuages. Quand vous regardez comme ça, vous allez, pour les personnes qui ont déjà cette capacité un peu éveillée, vous allez voir des nuées, hein, ou bien une forme d'électricité qui circule entre vos doigts. Ça se voit, ça se perçoit. Et on s'entraîne aussi à mieux la voir et à mieux percevoir tout ça. Donc, on ouvre légèrement les doigts. Oui, on ouvre légèrement les doigts. Oui. On fait face à quelque part où il n'y a pas trop de nuages, c'est-à-dire un ciel un peu neutre. Oui. Et puis, on se calme juste. On ne cherche rien. Hein. On observe juste. On observe entre les deux doigts. Oui. Voilà. Entre les deux mains plutôt. Les doigts comme ça. Vous allez voir que pour les personnes même qui sont sensibles, tout de suite, ils commencent à voir quelque chose. Des flux d'énergie qui passent d'un doigt à l'autre. Oui. C'est pareil ici, ainsi de suite. C'est pareil pour le toucher, c'est pareil pour la vision. Ce sont des choses qui sont facilement démontrables, qui sont facilement expérimentables par toute personne. La plupart des gens, après 2 ou 3 essais, arrivent à le faire. Oui. C'est même pas compliqué. Donc les téléspectateurs sont invités à essayer. En tout cas, je promets d'essayer tout ceci et on en parle au prochain numéro. Exactement. Et également, il y a des témoignages que l'on entend parfois. En tout cas, moi, je l'ai entendu autour de moi, les personnes qui ont des proches qui décèdent dans les jours à venir. Et parfois, ils sentent comme une sensation de pesanteur, comme s'il y a quelqu'un qui était couché à côté d'eux, qui les appuyait et ils ne peuvent pas se lever, ils ne peuvent pas crier. Et ça, c'est un témoignage qu'on entend beaucoup. Oui, énormément. Oui. En Afrique, moi-même, j'ai vécu ça. J'étais devenu tellement expert que je les voyais arriver et je les driblais et tomber à côté. J'entends même un poids. Ah bon? Oui, quand j'étais au collège. C'est quelque chose que je vivais à un moment donné presque quotidiennement. Voilà, c'est-à-dire, je me couche là, quand je ferme les yeux, moi, je vois comme une ombre suspendue au plafond. Et puis, elle attend que je m'endorme et au départ, elle arrivait à m'avoir. Quand j'ai pris conscience, je la laisse s'installer. Quand je fais comme je vais dormir et puis elle descend sur moi comme ça. Et puis je m'écarte comme ça et je sens comme un poids à côté de moi, bouffe. Presque palpable, presque tangible. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de témoignages là-dessus. C'est vraiment universel. Et ça, on va dire que c'est la partie invisible d'une personne. Oui, c'est la partie invisible d'une personne. Par exemple, quand une personne part, et c'est quoi? Qu'est-ce qui est parti? C'est le corps qui a cessé de fonctionner. C'est juste le corps qui a cessé de fonctionner. Mais tout ce qu'elle était, ses émotions, ses pensées, on a déjà démontré que les émotions ne sont pas matérielles. C'est ça. Les pensées ne sont pas matérielles, mais sont réelles. Et il va aller dire à une femme que sa colère n'est pas réelle. Allez dire que sa jalousie n'est pas réelle. Elle va vous étrangler. Donc, ce sont des choses que nous vivons dans notre chair, alors que ce ne sont pas des choses palpable, c'est pas matériel comme le corps. Mais pourtant, ça nous influence. Ça traverse notre corps, ça nous fait changer d'humeur, ça nous rend même malades. Aujourd'hui, il est démontré que la plupart des maladies sont psychosomatiques, sont d'origine émotionnelle. Par exemple, il est connu que, par exemple, la tension artérielle et les crises cardiaques, ont pour base la mauvaise gestion de la colère. La mauvaise gestion de la colère, tout simplement. Avec le temps, puisque la colère fait monter une quantité énorme de sang à travers, dans les techniques énergétiques, on parle de l'axe central, le méridien central, qui traverse un point ici qu'on appelle le point Meng-Meng, qui est en opposition du nombril. Qui est un point qui régule justement la montée et la descente de l'énergie et du sang entre la base, c'est-à-dire la racine du corps, et la tête. Donc, quand ce centre est tout le temps agressé, c'est-à-dire à chaque colère, il y a une grande montée. Donc, il commence à dysfonctionner. Quand il commence à dysfonctionner, on ne contrôle plus cette montée-là. Et au fur et à mesure, maintenant, ça va créer des lésions artérielles et ça peut susciter plus tard une crise cardiaque. Mais la base était émotionnelle. Vous allez voir que des gens sont même mortes à l'issue d'une information mal digérée. C'est pourquoi, quand il y a un deuil, quand il y a quelqu'un décédé, dans nos traditions, on ne dit jamais directement que tel est décédé. On passe par des subterfuges pour apporter l'information de manière beaucoup plus douce.
Parce qu'on peut provoquer un choc qui peut créer un désastre. Et des gens ont reçu des informations comme ça en plein fouet et puis... Ouais. C'est pour ça parfois que les morts s'enchaînent, peut-être dans certaines familles. Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont vérifiables également. Voilà. Donc, l'impact des émotions sur notre corps, ça veut dire que dans la tradition sacrée, on dit qu'il y a un corps émotionnel. Il n'est pas visible, mais il est directement lié avec notre corps physique à travers certains centres situés ici et là. Voilà. Donc, ces centres sont la connexion entre le corps émotionnel et notre corps physique. Donc, ils interagissent avec notre corps physique. Vous allez voir que la plupart de nos émotions négatives, comme la colère, s'agitent au niveau ici du plexus solaire. Ce qu'on appelle le plexus solaire dans le langage ésotérique, ou le chakra Manipuraha dans le langage sanskrit, ou ce qu'on peut appeler c'est Sampodi, enfin, dans le langage, je cherchais le nom africain de ce chakra. Voilà. Donc, c'est un centre ici. C'est à partir du ventre. Oui, ici, au niveau du coccyx. Non, pardon, du sternum. Au niveau du sternum. Juste en dessous du sternum. Si vous observez bien votre corps, vous commencez à écouter votre corps, quand vous commencez à rentrer en colère ou bien vous avez de la peur, vous allez sentir des picotements là-bas. D'autres même parlent des crampes d'estomac. Vous voyez, quand il y a une information qui les stresse, ils ont des crampes d'estomac. C'est lié à ce centre-là, ici. Voilà. Mais justement, parlons des chakras, parce que vous avez commencé à en parler. Oui. Voilà. Il y en a d'autres? Oui, il y en a plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs, mais il y a 7 principales. 7, oui. Et le premier à la racine, c'est-à-dire au niveau du coccyx, là, à la base de la colonne vertébrale. Le second est situé à peu près au-dessus des organes sexuels. Le troisième, on le met dans le nombril. Certains le mettent directement. Ok, je suis en train de citer plus. Si je fais ça, je vais faire plus de 7. Oui. Mais je vais rester sur les 7. Le troisième va être au niveau du sternum, c'est le plexus solaire. Et le quatrième est au niveau du milieu de la poitrine. En hindou, c'est Anahata, donc c'est le chakra du cœur, celui de la gorge, ici au niveau, comme dans chez les hommes, ici, celui du troisième œil, là, entre les sourcils, et puis le chakra de la couronne qui est à peu près au niveau de la fontanelle, là où les enfants respirent encore quand ils sont tout petits. Voilà, les tout nouveau-nés, il y a une respiration là, au niveau de... C'est du crâne, le sommet du crâne. Oui, au niveau du sommet du crâne. Il y a une respiration là-bas. Voilà. Donc, chaque chakra alimente une partie du corps, aussi bien sur le plan visible et sur le plan invisible, sur le plan physique et métaphysique. Les chakras ne sont pas en réalité positionnés sur le corps, ils sont justement positionnés sur le corps éthérique. Voilà. Mais ils sont connectés à l'axe du corps, à travers ce qu'on appelle les méridiens. Oui. Voilà, les méridiens qui sont souvent au niveau de la colonne vertébrale. Oui, qui circulent un peu partout. C'est comme les artères pour le sang. Les méridiens sont les artères énergétiques. Voilà. Et quels sont leurs rôles à ces chakras? Est-ce que ils commandent un peu notre façon d'agir, notre façon de faire? Ils agissent sur notre partie même physique comme notre partie émotive, notre psychologie. Chaque chakra est associé, les 7 surtout sont associés aux glandes endocrines. Les glandes sexuelles, les glandes surrénales, le foie, la rate, pardon, il y a le pancréas, il y a l'hypophyse, l'épiphyse, ainsi de suite. Donc les glandes endocrines, on appelle ça glande endocrine, c'est très connu. Donc chaque chakra est associé à une glande endocrine. Alors que les glandes endocrines, ce sont des glandes qui sécrètent des hormones dans le corps. Et ces hormones influencent nos états d'humeur. Donc les chakras, bien sûr, influencent nos états en tant qu'être incarné. Donc, si un chakra ne fonctionne pas bien, il envoie l'information à la glande endocrine correspondante et qui sécrète une hormone correspondante dans le corps et nous allons ressentir notre corps d'une certaine manière. Voilà. C'est pourquoi, quand j'entends dans le mouvement Kamit en général dire que la méditation n'est pas africaine, c'est un aveu d'ignorance. Parce que ça a un nom en égyptien ancien, Nka. Dans les Médounétaires, ça a un nom. Oui. La méditation a un nom. Je viens de dire que dans les Médounétaires, les chakras étaient connus. Ils avaient des noms. Oui. Okay? Il y a un de nos frères qui a fait une très belle recherche sur ce sujet. Il appelle ça Égypte antique,
Origine de la médecine et de la chirurgie, je ne sais plus le titre exact. Ok, c'est un livre qui est documenté avec des preuves. Hein. On démontre comment la médecine physique, comme la médecine énergétique, était connue et codifiée dans l'Égypte antique. Donc il y a déjà plus de 5000 ans, 6000 ans. Alors moi j'aimerais qu'on reste quand même un peu sur les chakras, pour que ce soit encore un peu plus clair. Comment est-ce qu'on travaille justement, parce que ces chakras peuvent influencer notre façon d'être, nos émotions, notre bien-être et tout, mais comment est-ce qu'on s'y prend? Est-ce qu'il y a une façon particulière de se comporter pour que ces chakras-là nous soient plus bénéfiques que maléfiques? Absolument. Oui. On travaille là-dessus à travers certaines techniques méditatives et de la respiration, basée sur la respiration. On peut même y associer un peu de la visualisation et d'autres choses, et même des mots sacrés, des paroles sacrées. Vous voyez, quand déjà tout commence encore par la prise de conscience. Nous, quand on travaille sur les chakras, on vous fait prendre conscience de ces chakras d'abord. Vous devez les identifier, les ressentir, vibrer en vous. À partir de ce moment-là, vous communiquez plus facilement avec eux. Par exemple, la première notion fondamentale dans la méditation, c'est la relaxation. Je l'ai déjà dit, mais il y a plusieurs formes de méditation. Il y a des méditations actives où on n'est pas du tout relaxé. C'est ce que nous faisons dans les danses sacrées africaines. Les danses sacrées africaines, c'est une autre forme de méditation. Ok, ça c'est très important de le savoir, qui allie en même temps le sport physique et en même temps la connexion sacrée. C'est une des meilleures manières de communiquer avec le divin. Les gens ne le savent pas. La danse sacrée. Alors peut-être que nous reviendrons là-dessus. Maintenant, dans les techniques méditatives, il s'agit d'abord d'apprendre à calmer son corps, d'apprendre à calmer ses émotions à travers des techniques simples de respiration. Par exemple, vous allez faire une expérience partout chez vous. Apprenez juste à être conscient de votre respiration. Conscient. Sans rien faire. C'est-à-dire vous restez là et vous écoutez juste le va-et-vient respiratoire sans rien faire. Juste prenez conscience de l'inspire et de l'expire, ainsi que des pauses intermédiaires. Inspire, pause, expire, pause. Exercice de base. Deuxième exercice de base, à chaque fois que vous vous sentez un peu stressé, prenez conscience de votre respiration et essayez de respirer consciemment. Vous allez voir que en quelques secondes, votre stress va baisser. Même si vous étiez en colère, ça va baisser. Surtout si maintenant vous y ajoutez un peu de lenteur en ce moment. Tout simple. Respire lentement. Parce qu'il est vrai qu'habituellement, c'est machinal, c'est mécanique. C'est mécanique. Voilà, on ne calcule pas. Vous allez voir que quand vous dormez, vous respirez différemment. Oui. Quand vous pilonnez, vous respirez différemment. Quand vous pilonnez? Ouais, pilonner, le sport nocturne. Hein? Quand vous pilonnez, vous respirez différemment. Bon, c'est réservé aux couples réguliers. Exactement. Oui. Vous respirez différemment. Oui. Même il y a plusieurs phases de respiration dans cette technique. On nous a appris à savoir que quand vous êtes dans cet exercice-là, masculin, surtout pour l'homme, il doit savoir contrôler sa respiration. Parce que quand vous commencez à respirer court, c'est que ça va venir. Oui. Et en ce moment, ralentissez la respiration. Vous voyez? C'est ça le secret. Vous voyez déjà? Commencez ralentissez le rythme. Non, c'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. S'il y a des hommes pour qui c'est une course de vitesse, c'est dommage parce que là, ce sont des hommes coqs. Sinon, c'est un marathon. Pour la femme, c'est un marathon. Pour que la femme monte là où elle doit monter, il faut que l'homme soit un marathonnier et non un sprinteur. Les sprinteurs, là, ils ne servent à rien. C'est ça. Et la clé, c'est la respiration. Une des clés, c'est la respiration. Voilà. Une des clés, c'est la respiration. Vous voyez qu'avec la respiration, on peut contrôler beaucoup de mécanismes de notre corps. Nos émotions, même notre rythme cardiaque. Quand vous commencez à palpiter, prenez conscience de la respiration. Doucement, doucement, tout simplement. Vous allez voir que ça va ralentir. Ça va ralentir et ça va ralentir. Même dans des crises de colère, respirez. Prenez conscience de la respiration, tout simplement. Un des éléments qui lie
le corps a beaucoup de choses. On fait énormément de choses avec rien que la respiration. On peut changer son état d'esprit avec la respiration. On peut introduire de nouvelles informations dans notre conscience avec la respiration. On peut se protéger en utilisant la respiration. Oui. Voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. Formidable. Et on va parler des corps sacrés. Les corps sacrés. Qu'est-ce qu'on doit entendre par la notion de corps sacré? Corps au pluriel. Un corps au pluriel, oui. J'ai déjà abordé le fait que ce corps physique n'est que la première manifestation tangible. Maintenant, il y a un corps plus subtil qui est relié au corps physique qu'on appelle le corps éthérique. Ce corps, c'est sur lui que fonctionnent justement les chakras. Voilà, donc c'est un corps supplémentaire qui doit être appris. Après avoir appris à maîtriser ce corps, il faut apprendre le corps éthérique. Il faut développer ce corps éthérique parce qu'il nous permet de développer une aura puissante, un rayonnement magnétique puissant, une présence puissante. Beaucoup de choses que nous faisons, beaucoup de produits que nous lavons dans la tradition tendent à purifier et à renforcer ce corps-là en réalité. Quand on vous dit prenez telle plante, baignez-vous, ce n'est pas seulement du corps physique qu'il s'agit, c'est surtout du corps éthérique. Surtout quand on vous dit de vous purifier. C'est surtout du corps éthérique. Qui est invisible. Qui est invisible à l'œil nu, mais qui est très dense, hein, il est très facile à percevoir, vraiment. Même si vous n'arrivez pas à le voir, il est très facile à sentir avec les mains. Il est très dense. C'est pas aussi... C'est pourquoi certains l'appellent le corps physico-éthérique. D'accord. Parce qu'ils pensent qu'il est... Parce qu'au fait, c'est le moule. C'est comme un moule de ton corps. OK? Un autre exercice simple, quand vous voyez par exemple les arbres, vous sortez dehors et vous regardez la cime d'un arbre. Vous essayez de ne pas cligner les yeux, c'est très important. Et vous respirez calmement, vous écoutez, vous allez voir une auréole autour de cet arbre. C'est la manifestation de ce corps. On peut le voir aussi autour des gens. Vous allez voir que dans beaucoup de représentations des, entre guillemets, saintes personnes, on dessine une auréole autour de leur tête. Oui. C'est la représentation de ce corps éthérique. C'est de cette aura-là. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut absolument maîtriser. Parce que quand vous le maîtrisez bien, même quand vous êtes là comme ça, et quelqu'un vient même à quelques mains, vous le ressentez. Vous le sentez rentrer dans votre champ électromagnétique. Vous pouvez sentir que quelque chose rentre dans votre espace. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, au fur et à mesure que vous le travaillez, il devient de plus en plus large. Mais vous pouvez le contrôler. Vous pouvez le réduire, vous pouvez l'étendre. Voilà. C'est un corps qui est très important, qui permet de communiquer des informations. Hein? Vous pouvez... Ok, je ne vais pas dire tout. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce corps-là. Dites-nous tout. Non, ce qui est venu dans ma tête, là, c'est pas bon à dire. Sinon, ce corps, il a besoin d'être purifié, d'être renforcé, parce qu'il permet déjà de... Il sert de bouclier. C'est un bouclier pour votre corps. C'est un bouclier même pour les influences négatives qui viennent de l'extérieur. Il filtre. Quand il est fort, il filtre les influences. Quand il est fort, c'est difficile même quand on vous attaque la nuit. Parce que même quand quelque chose veut rentrer, vous le sentez. Voilà. Quand il est vraiment fort, quand vous le développez, vous pouvez, même par exemple, vous êtes dans une chambre, vous pouvez le visualiser, l'élargir au-delà même de la chambre. Vous pouvez même l'élargir à votre maison. Oui. Quand vous devenez sensible, il devient comme un radar. Voilà. Toute intrusion est détectée. Et puis, quand il est puissant, avec l'utilisation des chakras, parce qu'il est associé aux chakras, il a différentes couleurs aussi en fonction des couleurs des chakras. Okay? Donc, en fonction de sa nature, de sa puissance et de sa vibrance, il peut vraiment servir de bouclier protecteur contre beaucoup de choses, sans que vous n'ayez à faire quoi d'autre. Voilà. Rien que la maîtrise et la connaissance de ce corps physico-éthérique. Là, je suis en train de parler du corps physico-éthérique. C'est l'énergie du rayonnement électromagnétique du corps. Aujourd'hui, on le démontre aussi avec ce qu'on appelle la photographie Kirlian. La photographie Kirlian, c'est un genre de photographie à haute fréquence qui a été découverte depuis déjà les années 70, je crois, qui permet de voir ce corps éthérique, de photographier ce corps éthérique. Vous pouvez taper photographie Kirlian sur Internet, vous allez trouver des images de la photographie Kirlian. Vous voyez? Et même des feuilles, où on voit le rayonnement, l'aura des feuilles, l'aura des animaux, ainsi de suite. Et tout ce qui est vivant dégage un rayonnement électromagnétique. Ce rayonnement-là, dans la science sacrée, on apprend à le développer, à le maîtriser.
Chacun a sa méthode, mais voilà, la méthode directe, c'est la méthode méditative, visualisation, méditation sur les centres psychiques. Parce que chaque centre psychique, justement, du corps a ses caractéristiques. Il y a le chakra de base qui est relié à la terre, le chakra du nombril qui est relié, n'est-ce pas, à l'eau, hein, donc à notre corps d'eau, qui nous amène à l'autre corps qui s'appelle le corps astral. Le corps astral, lui, c'est le corps du rêve, c'est celui qu'on voit dans le rêve. Je vais utiliser les termes connus, sinon après on va aller dans les termes égypto-nubiens que je trouve les plus justes, mais qui sont méconnus. Voilà. Peut-être on va revenir là-dessus à une autre séance. Dans les corps connus, le corps astral, c'est le corps qui nous permet de faire des sorties de voyage conscients. Quand on parle de l'astral, il y a aussi un problème. Les gens pensent que l'astral, c'est quelque chose d'imaginaire, mais vous êtes dans votre chambre. Pourquoi vous voyez ailleurs? Votre corps est dans la chambre. Oui. Qu'est-ce qui se voit ailleurs? Qui est celui-là qui rêve? Qui est le rêveur? Maintenant qu'on parle de technique astrale, certains vont même vous dire que c'est dangereux. Ok. Qu'est-ce qui est plus dangereux? Être conscient ou être inconscient? Parce qu'on peut être conscient dans le rêve. Oui. Alors que quand vous ne travaillez pas ça, et à moins que vous soyez naturellement doué, parce que ça arrive aussi, vous êtes inconscient dans le rêve. Vous rêvez, mais vous ne pouvez même pas agir dans le rêve. Alors que quand vous développez ce corps, vous êtes capable d'agir dans le rêve. Même quand quelque chose vous attaque dans le rêve, vous pouvez répondre. Oui. Vous voyez? Donc, choisissez. On choisit la vérité ou le mensonge. La conscience ou l'inconscience. Et là, c'est possible. C'est-à-dire qu'on peut travailler de telle sorte qu'on puisse décider de soi-même d'utiliser son corps astral. Exactement. Comme dans un rêve pour aller faire quelque chose. Aller même à la recherche d'une information. Oui. Allez même à la recherche d'une information. Entre parenthèses, même, allez espionner. Oui. Ok? Quand vous êtes doué en ça, vous pouvez aller loin avec. Si c'est un corps fluidique qui va loin, qui peut aller dans beaucoup de choses, qui peut remonter même l'histoire, qui peut aller fouiller même dans les archives de la nature, ce que d'autres appellent les archives akashiques. Ok? Voir des choses, retrouver des informations perdues, retrouver un ancêtre perdu, connaître la cause d'un problème que vous vivez aujourd'hui, peut-être qui a été causé par une autre partie de vous qui s'est incarnée peut-être il y a 100 000 ans, ou bien 100 ans, ou bien 50 ans. Alors, enfin, je ne sais pas. Vous voyez? Donc, on peut même, par exemple, quand on fait les séances, on fait certaines thérapies qu'on appelle avec des techniques, parce que l'hypnose est connue en Afrique, il faut le savoir. Ce n'est pas Mesmer qui a inventé l'hypnose. Nous faisons aussi des thérapies hypnotiques, sans même rien, où on fait ce qu'on appelle des régressions. On peut vous amener à repartir à la cause d'un problème. Mais pour ceux qui ont une fluidité dans le voyage astral, mais ils vont, c'est tout un film. Ils vous font tout un détail précis, avec les couleurs, les formes, ils rencontrent des ancêtres qui leur parlent, voilà d'où vient le problème, voilà comment. Parce que nous, ce que nous privilégions, c'est pas de passer notre temps à jouer au médium des autres, mais d'apprendre à tout le monde à faire le travail par lui-même. C'est vrai que tout le monde n'est pas doué pareil, mais il y a un minimum que chacun peut faire. Maintenant, si ça dépasse, voilà, un spécialiste peut aider à travers d'autres techniques, que ce soit la consultation médiumnique, la consultation géomantique, IFA, qui est bien pratiquée ici, ou l'oracle d'IFA, ou autre chose, ou même le scan énergétique, ainsi de suite. Voilà, ça c'est au niveau du corps astral. Le corps astral peut faire énormément de choses. Okay? Il est relié à nos émotions, il est relié à l'eau. Voilà. Et nous venons de l'eau, notre âme vient de l'eau, il est lié aussi à la nature atmique de l'être humain, à l'âme, voilà, ainsi de suite, le corps astral. Maintenant, il y a le corps mental. Le corps mental qui est le corps de pensée. Le corps mental n'est pas, la pensée n'est pas forcément l'intellect, parce que l'intellect, c'est déjà plutôt la capacité de mémoriser les choses. Voilà. Et la pensée véritable rend intelligent. L'intelligence véritable, c'est la capacité de réfléchir par soi-même. Voilà. Dans ce corps-là, on apprend à contrôler les flots de pensée qui nous traversent.
Souvent, on est là, on est traversé par une infinité de passés qui nous traversent. Donc, on apprend à les réguler, à les maîtriser et surtout à les focaliser. Parce que l'univers est mental, comme on dit dans la science sacrée, dans les théories. Parce que quand vous êtes capable de conditionner, maîtriser votre pensée, vous êtes à même de réaliser beaucoup plus de choses. Parce que vous êtes capable de concentrer l'énergie à un seul endroit à la fois et donc d'obtenir plus d'efficacité dans tout ce que vous faites. Oui. Alors, contrairement à des personnes qui sont complètement dispersées, ça monte, ça descend, et ils sont tout le temps brouillés. Donc, il est important aussi d'apprendre à réguler, à calmer les pensées et à savoir les focaliser sur une intention précise. Et ça facilite l'obtention des réponses, aussi bien sur le plan de l'invisible que sur le plan du visible. Oui. Ça, c'est au niveau du corps de pensée. Au-delà de ça, dans l'ésotérisme général, il y a un autre corps qu'on appelle le corps causal. Et ce corps est supposé être le siège de là où commence notre vraie nature, la nature pure, parfaite, l'être innocent, l'être pur, comme il a été émané de l'immanent, l'être pur. C'est donc dans la dimension, entre guillemets, causale. Okay? Donc, dans cette dimension causale, comme son nom l'indique, c'est là où on retrouve la racine primordiale de toutes les difficultés que nous avons. Donc, il est dit que si on a accès à ce corps, on peut aller à la cause la plus lointaine de toutes nos difficultés et les résoudre à leur racine. Quand un problème est résolu à sa racine, ça va impliquer une résolution dans le monde manifesté. Puisque n'oublions pas que le monde manifesté n'est que, justement, l'émanation du monde non manifesté, du monde caché. Et ce que je viens de citer, les corps avant le corps causal, est ce qu'on appelle dans la spiritualité les corps spirito-matériels, parce que ce sont des choses assez tangibles. Voilà, c'est à partir du causal qu'on rentre dans les corps dits supérieurs, plus subtils. C'est ça. Ensuite, on rentre dans le corps de ce qu'on appelle le corps atmique, c'est-à-dire là où vient même l'essence, et puis les soi-disant corps bouddhiques, selon certaines terminologies, là où vient notamment la nature divine, si on va le dire ainsi, pour s'arrêter à ces 7 corps officiellement. Mais, je répète, dans la tradition africaine, on parlait de 9 corps. Oui. Et je vais revenir au moins, il y a certains corps qui sont similaires, mais je vais revenir sur certains corps dont on ne parle pas ici. Notamment le nom. Le nom? Oui. Oui. Dans la tradition africaine, le nom est un corps. Le nom est un corps, le renne est un corps. Donc, c'est une identité à part entière. C'est pourquoi nommer une personne était sacré. On prenait le temps de savoir quel est le nom qui correspond à l'âme qui va s'incarner. Oui. Parce qu'on sait que ce nom va l'influencer. Ce nom, normalement, contient son programme d'incarnation, en réalité. En tout cas, un de ses programmes, ou bien une ligne directrice de son programme d'incarnation. Le nom est un. Et puis, c'est pourquoi, dans les anciens temps, et nous sommes les premiers à avoir conçu ce qu'on appelle les noms sacrés. C'est pourquoi dans chaque initiation, vous recevez des noms sacrés, oui, qui sont des attributs, qui sont connectés à des forces, à des niveaux de conscience. Et ce nom devient un code qui vous permet de communiquer rapidement avec ce niveau de conscience, à travers la verbalisation extérieure ou intérieure. Ça, c'est très important pour les Africains aujourd'hui, qui s'appellent par des noms de je ne sais pas quoi, des noms de séries télé, c'est ça, des noms de poupées, oui, des noms de tout et n'importe quoi. Parce que simplement c'est beau. Ouais, parce que c'est soi-disant beau. Oui. Voilà, c'est soi-disant beau. Oui. Donc, le nom était un corps. Il y a un autre corps dont ceci ne parle pas souvent chez nous qu'on appelle le Sekem. Le Sekem, c'est ce qu'on appelle le corps de puissance ou le corps de capacité. Ok? Dans la tradition donc africaine, il y a un corps qui vous donne le pouvoir de faire les choses. Et ce corps se travaille aussi d'une certaine manière. Ok? Et enfin, un autre nom qui correspond un peu à l'heure, je vais m'arrêter là. Il y a aussi le nom d'ombre dans notre. Il y a le nom, l'ombre aussi qui est important chez l'ombre, qui est un nom chez nous, qui est un corps à part entière chez nous. Parce qu'on fait beaucoup de choses avec l'ombre. Les gens ignorent ça, on s'amuse avec, mais on peut même envoûter l'ombre. Ah. On peut même attaquer l'ombre.
On peut même, rien que quelqu'un peut venir se mettre debout à côté et même puiser un peu de choses dans votre ombre pour aller travailler avec vous. Et ça vous touche physiquement? Ah, mais bien sûr. Oui. C'est quantique. Oui. Oui. C'est quantique, c'est quantique. Voilà. C'est intention, connexion, objectif. C'est tout. OK? Voilà donc. Et l'ombre est un nom chez nous. L'ombre est un corps chez nous. Et puis, il y a surtout le corps des corps, qui est l'entité lumineuse en nous, qui est le Ak. Voilà, appelé en égyptien, c'est Ak. Pour ne citer que cela, en plus des noms des corps connus, universels, en tout cas, par l'ésotérisme classique. Oui. Voilà. Donc, c'est autant de corps qu'il faudrait apprendre à explorer, qui font partie des 9 portes initiatiques en réalité, qui sont connectées aux 9 portes initiatiques. OK? Et qui sont connectés aux 9 mondes manifestés, ce qu'on a appelé en égyptien, c'est les PCJ, ce qui émane de la lumière, et qui sont dans les 9 rayonnements lumineux, les 7 rayonnements de l'arc-en-ciel, sauf que, à part les rayonnements de l'arc-en-ciel, il y a d'autres rayonnements sacrés qui dépassent l'arc-en-ciel. Il y a le doré, qui est un rayonnement particulier, qui n'est pas au niveau de la fréquence du jaune. Il y a aussi, enfin, le noir, la matrice cosmique. C'est-à-dire la matrice de toutes les lumières et de toutes les couleurs. Oui. C'est le noir. C'est le noir. Oui. Je n'ai pas une croyance. C'est pas pour dire l'homme noir. Je parle de la fréquence noire. Aujourd'hui, l'astrophysique le sait. Ils appellent ça l'énergie sombre et la matière noire. Ils disent que l'univers est généré. Ça, les étoiles naissent de l'énergie sombre et de la matière noire. Et ça, on l'a déjà dit. On l'a appelé d'abord, on a parlé déjà du soleil noir. Ensuite, on a parlé de la matrice noire qui est la nône. On a parlé même de l'inconnaissable qui est Imane. Ça veut dire que les traditions primordiales ont compris l'univers à un niveau qui dépasse l'entendement de toute personne. Aujourd'hui, personne n'a fait mieux. Personne n'a fait mieux jusque-là. Personne. En tout Seigneur, à tout Seigneur, tout honneur. Personne n'a fait mieux dans la compréhension la plus lointaine de l'univers. Ils ont conçu les connaissables, l'inconnu et le connu. Oui. Voilà. Vous voyez? Donc, tout part toujours de notre corps qu'il faut apprendre à connaître, qu'il faut apprendre à maîtriser. C'est ça. Mettons des choses simples. C'est extraordinaire tout ceci. Alors moi, j'aimerais revenir un peu au monde astral, au corps astral. Ouais. Parce que là encore, il y a beaucoup de témoignages qui reviennent sur des sortes de rêves qui parfois n'en sont pas vraiment. Exactement. Parce que c'est entre rêve et réalité. Parce que les personnes qui témoignent vivent ces rêves-là comme de vraies réalités, parfois interagissent avec des personnes disparues, qui leur disent des choses vérifiables dans le monde actuel. Alors, comment est-ce qu'on peut considérer tout ça? Non, mais c'est justement un aspect de nous qui est là, qui sommeille juste en nous. Certains l'ont naturellement, par héritage, ou par une expérience antérieure. Mais généralement, c'est par héritage. D'autres ont besoin de le développer. C'est pourquoi je dis que c'est le même corps qui agit de manière embryonnaire dans le rêve. OK? De manière embryonnaire, de manière incontrôlée, de manière inconsciente. Mais quand on va commencer à se préparer, à dormir d'une certaine manière, à se préparer d'une certaine manière avant de dormir, surtout en se relaxant profondément avant de dormir, on va commencer à vivre des phénomènes différents. Non, on va commencer à même vivre des phénomènes de détachement conscient de notre corps astral au moment où le corps physique dort. Il y a des moments même où on dort et on sait qu'on dort. On entend le corps ronfler, mais quelque chose d'autre est conscient. On sait qu'on n'est pas le corps. C'est ça. On sait qu'on n'est pas que le corps, qu'on habite le corps. Alors qu'est-ce qui habite ce corps? Vous voyez? Donc, il y a des expériences. Quand vous commencez à faire des relaxations, quand vous arrivez à un niveau de relaxation simple et profonde, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de disposition. OK? Tout ce que nous disons, il y a vraiment des formations pratiques là-dessus, où on va
encore en détail les dispositions à prendre pour se sécuriser. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pire que être inconscient. Les gens nous effraient pour rien. C'est pas pire qu'être inconscient, aller dormir comme un con. On ne dort pas comme ça. Il faut jamais dormir comme ça, arriver, on dort, on se jette. Parfois même on est habillé, on se jette. Non. Parce que dormir, c'est mourir un peu. Voilà. Pour renaître le lendemain. C'est le même cycle que le soleil. Ok? On dort, on va de l'autre côté et on revient. En quelque sorte, on meurt un peu, au fait. On n'est plus conscient de ce monde physique. On perd conscience de ce monde physique. On est ailleurs. C'est exactement comme la mort. C'est ça. Donc, il faut s'y préparer. Il faut savoir s'y préparer. Il faut savoir dormir. Il faut savoir aussi se réveiller. C'est important. Il faut savoir dormir. Il faut savoir se réveiller. Alors, comment on se prépare pour dormir? Très simplement, sans aller loin, il faut toujours s'habituer à se décharger de la journée. C'est-à-dire avoir au moins des plantes purificatrices ou même de l'eau et un peu du sel tout simplement. Ou bien un peu de l'eau avec du citron. Qu'on garde à côté de soi. Qu'on a toujours. C'est-à-dire il y a des choses qu'il faut même introduire dans notre quotidien. Quand on revient du travail, il faut se décharger de la lourdeur de la journée. Avant d'aller au lit, en tout cas, quand on a fini de manger, on veut dormir, il faut vraiment prendre un bain. Et avant même d'aller au lit ou bien avant de manger, peu importe, mais il faut prendre un bain quand on rentre et de la journée, on est passé ici, on est passé par là. Un peu de bain de purification, de faire apparaître. Si vous avez des huiles essentielles comme la lavande et tout ça, là, c'est bien. Quand vous avez, si vous connaissez des plantes comme, je sais pas, la sauge, des plantes comme l'hysope, des plantes comme, quoi d'autre, basilic, que vous pouvez associer à ça, tant mieux. Mais simplement des choses qui se trouvent partout. Ok? Rien que de l'eau. Même l'eau, simplement, peut servir de bain. Il faut juste le consacrer correctement. Voilà. Et comment on le consacre? Consacrer l'eau, c'est éveiller la nature sacrée, c'est-à-dire l'esprit de l'eau, en lui parlant, simplement en lui parlant. Si vous avez la capacité de visualiser, pour visualiser, en lui parlant. Moi, par exemple, je consacre l'eau à travers le pouvoir de la vie, donc la croix de vie. Moi, je dis au nom de la vie, infinie harmonie, toi, eau sacrée, tu es pur. Ta nature est pure, ton esprit est pur. Au nom de la force qui s'incarne en toi depuis la source créatrice, permets-moi de bénéficier de ta pureté pour que moi je sois pur comme tu es pur. J'ai fini de consacrer l'eau, aussi simplement que ça. Il y a d'autres formules que nous donnons dans nos formations, mais vraiment c'est la base. Il faut déjà prendre conscience que l'eau que nous voyons n'est que le corps de l'eau. De la même manière que nous ne sommes que le corps, nous ne voyons que notre corps, mais il y a autre chose derrière. De la même manière, l'eau aussi a différents niveaux de vibration. L'eau le démontre même à merveille parce que l'eau peut être liquide, elle peut être solide, elle peut être même invisible, gazeuse. Donc l'eau même est un élément qui nous montre que la vibration existe et la vibration peut être à différents stades parce qu'elle peut prendre différents états de la matière. L'eau que nous voyons là. Donc l'eau est l'une des meilleures médiatrices, l'une des meilleures puissances qui conserve la mémoire et l'information. C'est pourquoi les ancêtres adoraient la libation. Voilà, on pouvait parler à l'eau et aujourd'hui, il est démontré qu'il y a une mémoire de l'eau au niveau scientifique. Ça, c'est quelque chose que... C'est formidable. On ne voit pas le temps passer quand on est en votre compagnie. Alors, on est vraiment déjà au terme de cette émission. En conclusion, ce qu'on va dire, c'est que le corps n'est pas qu'une architecture biologique. Non, pas du tout. Non. Le corps est d'abord vibratoire. Le corps est une force dense. C'est l'énergie densifiée. C'est une conscience qui s'est densifiée dans le corps. Et donc, cette densité-là regorge énormément d'informations. Pourquoi cherchons-nous à savoir tout sur l'extérieur? On ne prend même pas le temps de visiter ce temple à travers lequel nous vivons, nous travaillons, nous faisons tout et tout et tout. Voilà. Il faut déjà commencer à connaître ce temple. Il faut le connaître pour qu'il soit un meilleur outil, un meilleur allié pour notre mission d'incarnation sur Terre. Voilà. Tout est dit.
Presque. En tout cas, on va espérer vous avoir à nouveau donc pour d'autres numéros de Au-delà de l'Écosse. Merci grandement à vous, monsieur Abouletou. Abaletou, voilà. Mgunga. Ah voilà, c'est ça. Ça, c'est l'alias. Et votre numéro de téléphone affiché à l'écran. On va espérer donc que les téléspectateurs qui sont intéressés vous contactent. En tout cas, afin de bénéficier de ce qui va leur permettre eux-mêmes de se connaître davantage et ensuite de se connecter à leur spiritualité afin d'être des meilleures versions d'eux-mêmes. On se dit donc à très bientôt pour un autre numéro de Au-delà de l'Écosse. Restez en compagnie de la chaîne au cœur de nos défis. Et quant à moi, je vous retrouve un peu plus tard. Ciao, bye bye. Ciao.